Mes chers collègues, le quorum étant largement atteint, tout le monde est quasiment là. Nous allons pouvoir donc commencer cette 15e séance du conseil municipal de notre mandature. Je vais, quand j'aurai le silence, je vais pouvoir vous demander de bien vouloir désigner un secrétaire de séance. Je vous propose notre Benjamin, donc en la personne de Monsieur Charpentier, si jamais il accepte cette lourde tâche. Merci. Nous avons à approuver un procès-verbal donc d'un conseil municipal, celui du 30 juin 2015. Y a-t-il des remarques? Non. D'accord. Je vais vous demander de bien vouloir retirer une délibération, c'est la 015-17, pour des raisons techniques. On doit tout simplement la reporter de la prochaine fois. C'est sur l'établissement public foncier. Hein? Ah, désolé. 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 Mais ce sera détaillé pour la prochaine fois, puisque nous l'aurons... nous aurons à la traiter. Je vais commencer donc cet ordre du jour par une motion qui nous est envoyée et proposée par l'Association des maires de France, puisque son bureau, à l'unanimité, nous demande de sensibiliser les problèmes que peuvent poser les baisses massives des dotations de l'État sur les collectivités locales. Avant de vous lire cette délibération, cela représente donc pour la ville de Luçon, par exemple, une baisse cumulée des dotations de l'État qui vont représenter 700 000 € par an, soit sur un mandat à peu près entre 4 millions et 4,5 millions, ce qui représente à peu près la moitié des investissements que pourrait faire une ville comme la ville de Luçon. Avec bien sûr toutes les répercussions que ça peut avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, sauf à avoir des ressources nouvelles, eh bien, des collectivités comme celle de Luçon pourront faire les entretiens, mais auront beaucoup de mal à faire de nouveaux investissements. Donc, bien entendu, c'est pas sans poser de problème. Et quelque part, avoir un État qui annonce qu'il diminue les impôts et en mettant les collectivités locales en position d'être obligés d'augmenter leurs impôts comme on le voit aujourd'hui, ça n'est tout simplement qu'un transfert d'imposition de l'un à l'autre, ce qui me semble peu normal dans un État de droit comme le nôtre. Donc, je vais vous lire cette motion, bien sûr. Nous pourrons en discuter donc par la suite. Je vous rappelle que ce sont des termes donc, qui sont proposés par l'Association des maires de France, Association des maires de France, dans lequel vous avez des représentants de toutes les couleurs politiques. Par exemple, M. Barouin, un étudiant de président, M. Léniel, qui est un ancien ministre socialiste, qui est son premier vice-président, tous ont voté unanimement ce texte. Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économie de 50 milliards d'euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'État sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. Dans ce contexte, le bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, poursuivre une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics et la population sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L'Association des maires de France, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l'investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique locale,
l'Association des maires de France prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources. En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leur levier d'action. Rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu de charges de l'État, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale. La commune de Luçon rappelle que les collectivités de proximité, que sont les communes, avec les intercommunalités, sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société. Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le bien vivre ensemble. Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire. Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l'emploi. La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. En outre, la commune de Luçon estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. C'est pour toutes ces raisons que la commune de Luçon soutient la demande de l'Association des maires de France que, pour sauvegarder les investissements et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. En complément, il est demandé l'amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée, raccourcement des délais, élargissement de l'assiette, simplification des procédures. Il est demandé la récupération des frais de gestion perçus par l'État sur le produit de la collecte de nos impôts locaux, frais de gestion et de recouvrement. Et il est demandé la mise en place d'un véritable fonds territorial d'équipement pour soutenir rapidement l'investissement du bloc communal. Voilà donc le texte qui vous est soumis, que bien sûr j'ouvre à vos réflexions. Monsieur Nougeot ? Oui, ça marche. Nous regrettons encore une fois de découvrir la motion, 5 minutes avant le Conseil. Il me semble qu'on a déjà voté une motion à la fin de l'année ou en début d'année, qui est quasi identique, au moins à la fin, sur celle-ci. Voilà, on ne va pas aller plus loin que ça. On s'abstiendra du fait aussi de la démarche qui est faite juste avant une période électorale. Ça m'embête un peu, j'aurais préféré que ça se fasse après la période électorale pour qu'il n'y ait aucune possibilité de récupération. Voilà, donc on s'abstiendra. Alors, en réponse très rapidement, la première, c'est que nous-mêmes, nous avons reçu assez tardivement donc, cette motion. Le deuxième point, c'est que c'est une action qui est faite par toutes les communes de France, quelle que soit leur couleur politique. Alors il y avait eu une initiative qui avait été demandée par l'Association des maires de Vendée, sur laquelle nous avons répondu. Là, c'est l'Association des maires de France. La période électorale, non, je ne pense pas, parce que là, ça voudrait dire une tentative de récupération politique. Or, comme je vous l'ai dit en préambule, et justement pour éviter ce genre de choses-là, l'Association des maires de France, dans son bureau, a toutes les représentativités des partis politiques traditionnels. Je ne parle pas d'extrême, mais quand vous savez que André Léniel, dont on ne peut pas dire qu'il ne soit pas de gauche, loin s'en faut, a voté ce texte. Donc c'est une véritable préoccupation. Je pense que là, aujourd'hui, quand vous voyez justement quels sont les problèmes que rencontrent les collectivités locales, les villes et les intercommunalités sur les projections de leur financement, ça peut être tout à fait logique de le lancer. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de très tonitruant, il s'agit tout simplement d'appeler tout simplement l'attention des pouvoirs publics, même si nous ne sommes pas contre le fait de participer à un redressement national, pas sous cette forme, pas dans cette ampleur, parce que c'est trop douloureux et c'est difficile pour les collectivités. Je rappelle aussi que nous sommes à la veille du Salon des maires, qui est organisé par l'Association des maires de France, où pour l'instant n'est annoncé aucun
des ministres qui d'habitude vient à cette association. Donc c'est aussi comment dirais-je, un cri d'alarme de la part des maires de France en disant attention, il ne faut pas tourner le dos à l'intérêt de toutes les collectivités, quelle que soit leur couleur politique. Et ça n'est pas en jeu. La plupart des petites communes n'ont aucune couleur politique. Hein. On parle bien des 36 000 communes en France. Hein. Et donc c'est vraiment, si vous voulez, quelque chose qui est en dehors de toute récupération politique. Voilà, ceci dit, j'ai entendu votre argumentaire, bien sûr, ouais, que je respecte. Non, mais je ne veux pas rebondir sur du politique. Cette diminution de la baisse de la dotation de l'État a été faite sous un autre gouvernement, je ne citerai pas. Il y a eu des propositions qui ont été faites aussi sur un doublement plus important de certains candidats. Aujourd'hui, on est dans la difficulté. C'est une anticipation qu'il fallait faire, qui a été prévue. Tout à fait. Voilà, aujourd'hui, on aurait pu aussi anticiper. On demande des économies, vous l'avez très bien dit, à tous. Aujourd'hui, les communes les plus vertueuses y arriveront. Celles qui ont plus de difficultés, évidemment, auront encore plus de difficultés. A priori, de ce qu'on a pu lire entre les lignes, des petites communes seront épargnées, entre guillemets, et les pôles urbains aussi. Donc, celles qui seraient le plus touchées seraient les gros pôles urbains, et les petits pôles urbains comme Luçon seraient a priori, j'ai bien a priori, de ce que j'ai lu, plus ou moins sauvegardés. Ça, c'est vraiment écoutez, a priori. On verra, je le souhaite que vous avez raison. Sur ce qui était prévu, c'est un petit peu ça, si vous voulez, qui fâche aujourd'hui les maires de France. Souvenez-vous, quand on s'est présenté devant nos électeurs, on s'était présenté avec une annonce d'une baisse de dotation de 7%. Bon, on a tous fait des prospectives, et je présume que vous avez fait la même chose, des prospectives sur les promesses qu'on pouvait faire auprès de nos concitoyens sur une baisse de 7% des dotations. Et on nous a annoncé après que c'était 3 fois 7 en cumulé. Donc là, ça change quand même considérablement la donne. C'est ça un petit peu, si vous voulez, quand on parle de la méthode, qui nous chiffonne un petit peu, quoi. Nous, les maires, hein, je l'entends. Alors, on verra si jamais il y en a qui sont épargnés, qui ne sont pas épargnés ou d'autres. Pour l'instant, on n'a pas la baisse des dotations annoncée pour l'année prochaine. On va voir ce qu'il en est, puisque en fait la loi de finances et même la loi organique aujourd'hui n'est pas votée. On verra ce qui va en être. J'espère que ce cri, qui est un cri aujourd'hui qui est donné, va être quelque chose, soit qui va être entendu, soit qui est un coup d'épée dans l'eau, mais on peut quand même exprimer, si vous voulez, cette crainte. Porter la chose, des villes comme Toulouse, par exemple, qui ont une baisse de 72 millions, je crois, par rapport à la baisse de dotation globale, a augmenté ses impôts de 1% et les a récupérés. Aujourd'hui, des communes comme Luçon ou des communes plus petites ne peuvent pas le faire. Si vous voulez, pour récupérer la baisse de dotation de l'État telles qu'elles sont annoncées jusqu'à maintenant, il faudrait quasiment augmenter de 7 points les impôts sur les... Et encore, on n'y arriverait pas. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça représente. C'est complètement impossible, c'est inenvisageable. Donc il faudra faire des choses par ailleurs, et les choix, ce sera bien sur le fonctionnement et sur les investissements. Voilà. Bien. Donc, si vous le voulez bien, s'il n'y a pas d'autres interventions... Donc je le soumets à votre vote. Donc y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 23 pour, 6 abstentions. Je vous en remercie. Nous allons passer donc maintenant, si vous voulez, à la première délibération donc, de notre conseil. Voilà, hop là. Donc qui est une décision modificative donc, sur le budget principal. Donc nous pouvons prendre, si vous voulez bien, le tableau qui vous est présenté ici. Et pour commencer, ce sera plus simple. Je vous demanderai de regarder la partie en investissement. Nous avons des travaux qui ont été prévus par des entreprises et qui ont été faites en régie. Ces travaux, ça a été au niveau du Forum des services et au niveau de la conformité donc, du stade Jean de Mouzon. Donc, comme c'est en régie, tout a été acheté en fonctionnement. Donc, ce qui vous est demandé, c'est de retirer donc, de 10 000 euros
de l'investissement qui était prévu par des travaux qui étaient prévus par une entreprise sur le forum des services, et la même chose donc sur la conformité du stade Jean de Mouzon. Nous nous trouvons donc ici à 23 000 € que du coup vous allez retrouver en haut en fonctionnement, puisqu'en fait il a fallu acheter les matériaux donc sur le 011. Donc vous avez 23 000 € qui se trouvent sur le 011. Il s'avère qu'il y a d'autres travaux en régie qui ont été faits pour un montant donc de 7 000 €, mais qui eux n'avaient pas été prévus auprès d'entreprises, ce qui vous fait donc un montant de 30 000 € donc de travaux en régie. Vous connaissez le système. On remonte donc des dépenses qui ont été faites donc en fonctionnement vers l'investissement. C'est le seul cas que l'on peut faire. Donc pour ça, des dépenses qui ont été faites sur le fonctionnement, 30 000 € reviennent en recettes et passent en dépenses d'investissement. C'est comme ça qu'on passe donc du fonctionnement vers l'investissement, ce qui permet d'amortir donc les choses. Ça, c'est quelque chose donc d'habituel. Nous avons donc de nouveaux besoins en investissement. Ces besoins en investissement, c'est du matériel informatique. Il s'agit donc d'un ordinateur pour la personne qui s'occupe donc des véhicules, donc pour 1 500 €. Et nous avons aussi d'autres besoins en fonctionnement, 58 000 € de subventions en CCAS et 50 000 € de dépenses de subventions aux associations. Sur le fonctionnement, nous nous trouvons donc avec des dépenses pour 131 000 €, 50 000 plus 58 000 plus 23 000, donc que l'on vient de voir. On a une recette de 30 000 € qui vient donc des travaux en régie, ce qui fait que nous avons donc une différence de 101 000 € que nous allons prendre donc sur le virement à la section de fonctionnement. Donc nous mettons moins 101 000 € sur le virement de la section de fonctionnement, et nous nous retrouvons donc avec à la section d'investissement moins 101 000 € donc qui viennent en recettes. Nous avons deux recettes nouvelles au niveau donc de l'investissement, de 13 425 pour les amendes de police et de 13 600 € pour la subvention du Conseil général, c'est celle sur les terrains de tennis, ce qui fait que pour équilibrer, eh bien, nous allons prendre sur les dépenses imprévues que nous allons diminuer de 82 475 €. Voilà, j'étais suffisamment clair. Oui, monsieur Nolot. Concernant donc, la conformité du stade Jean de Mouzon, donc on avait mis 13 000 € au mois de juin. On a vu dans le journal que ça avait été mis en régie, comme vous l'avez dit. Le coût avait été de 3 000 et quelques euros. Oui. Donc ces 3 000 € apparaissent. C'était dans Alors après, c'est ça parce que tout n'a pas été fait en régie. Oui, vous avez vu. Tout n'a pas été fait en régie. La ligne d'achat matériel. La ligne que vous avez ici, c'est ce qui est valorisé en régie. Donc le reste, bien entendu, il reste dans l'investissement normal. Enfin, moi, je ne vois pas la ligne d'achat matériel. Concernant le CCAS... Donc, oui, achat matériel, pourquoi il y a bien eu du grillage d'achat, non? Oui, vous les retrouvez dans les 23 000 € et les 13 000 €. D'accord, ok. Voilà. Concernant le CCAS, on avait dit que c'était à peu près... Enfin, c'était mieux cette année. A priori, c'est une subvention exceptionnelle encore ou... Mais c'était un peu... Non, mais c'était un peu prévu, mais il fallait qu'on ait les rentrées pour pouvoir le faire. Donc là, on savait qu'on était à peu près dans ces eaux-là. En subvention, ouais. Alors en totalité, ouais, ça doit être ça. Ouais, il y avait une petite baisse. Oui, un tout petit peu. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est donc justement par rapport à ça, par rapport au conseil départemental où on avait dit qu'il y avait peut-être possibilité 2016 ouais. C'est sur le portage ça? Non. Le maintien à domicile. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le maintien à domicile, le département donne aujourd'hui des montants différents d'indemnisation que lorsqu'il s'agit de collectivités ou lorsqu'il s'agit d'associations ou d'entreprises. Donc, ce qui est demandé, c'est que le traitement soit le même pour tout le monde. Voilà. Donc, on aura un petit peu de mou là-dessus. D'accord. Et juste pour précision, le Conseil général n'existe plus. Conseil départemental, vous avez raison. C'est dur de perdre certains réflexes. Ok, d'autres interventions? Non, donc sur cette DM, je le mets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre?
Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 23 pour, 6 abstentions. Je vous en remercie. Alors, nous avons une deuxième délibération. Là, c'est une décision modificative donc, sur le budget assainissement. Alors ça, c'est très simple. C'est tout simplement la constatation donc, de travaux. Donc, on a fait 12 000 € de travaux. Et du coup, pour l'équilibrer, on le prend sur un compte qui est un compte sur lequel on a de l'argent, c'est-à-dire donc les avances et à compte. Voilà. Des remarques ou des questions sur ce budget? Non? Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? 23 pour, 6 abstentions. Je vous en remercie. Troisième délibération, donc la maison de santé pluriprofessionnelle, une DM1. Là, il s'agit tout simplement, vous savez que lorsque on a un remplaçant ou un stagiaire qui vient sur la maison, nous lui mettons à disposition donc un local d'habitation et qu'on lui demande une caution. Donc là, ça a été le cas. On a reçu donc une caution. Aujourd'hui, il faut le rembourser à la personne qui est partie, qui a laissé bien sûr l'appartement dans un bon état. Donc, on vous demande tout simplement de prendre en dépense les dépôts et cautions reçus et de lui rembourser. Donc, c'est 250 €. Remarques ou questions? Non? Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Il ne va pas être content, le monsieur. Vous ne pas lui rendre son cautionnement. Alors, autre délibération, malheureusement, qui nous arrive donc de temps en temps, c'est la constatation de l'effacement d'une dette. Bon, vous avez quelqu'un qui a eu un surendettement, donc il y a eu un tribunal d'instance, le tribunal d'instance qui a rendu donc son délibéré et qui demande tout simplement qu'on efface une dette pour un montant donc de 340,70 €. Donc ce que je vous demanderai, c'est de suivre bien sûr la réquisition du tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte qui a eu lieu le 18 juin 2015. Des questions ou des remarques? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à la 5e délibération, subvention pour la restauration des façades. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006 accordant une aide pour la restauration des façades situées à l'intérieur du périmètre de la zone PPAUP, vu le certificat de conformité des travaux établis par Madame Niguez, architecte chargé de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 15 septembre 2015, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde la subvention suivante, donc 1 466,23 € à Monsieur Paris Jacques. Dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Donc c'est une délibération que nous avons l'habitude de prendre. Juste s'il était possible de connaître l'adresse, parce qu'habituellement on donne les adresses. Oui, ben je ne l'ai pas comme ça, mais on va vous la transmettre. Autre demande ou remarque ou question? Non? Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. 6e délibération, donc Vendée Logement garantie de prêt pour l'acquisition en VFA de 32 logements situés rue de la Bourdine à Luçon. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc, Vendée Logement fait en effet l'acquisition en VFA, donc en vente, en état futur d'achèvement, de 32 logements situés rue de la Bourdine. Donc, ce sera pour faire des logements sociaux, essentiellement des T3 et des T2, puisque c'est ce qui nous manque le plus. Et ce sera les bienvenus.
Donc, vu l'avis favorable avec une abstention de la Commission des finances du 15 septembre 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, article 1, la ville de Luçon accorde sa garantie à hauteur de 30% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 3 820 544 euros, souscrit par l'emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon le contrat joint en annexe 1. Article 2, la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie est accordée pour la durée totale du prêt, c'est-à-dire 30 ans, et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 3. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. Vous avez donc le contrat en annexe 1. Ouais, on est très étonné de ce qui se passe parce qu'on nous avait présenté très brièvement ce projet-là d'un privé pour l'achat du terrain. On nous avait dit à l'époque que c'était pour faire des logements pour personnes âgées. Oui, c'est le cas. Pardon ? Ce qui est le cas. C'est toujours le cas. La destination n'a pas changé, hein. Non. Parce qu'on nous avait dit c'est une maison, taille maison 90 mètres carrés, coupée en 4, une chambre, une cuisine, et voilà, aujourd'hui on n'est plus sur ce là-dessus. Ce qu'il y a, si vous voulez, il faut un gestionnaire derrière. Oui. Bon, donc, non, mais aujourd'hui, entre ce qu'on nous a présenté rapidement et ce qu'on nous représente aujourd'hui, on ne sait pas où on va là. C'est-à-dire que c'est Vendée Logement après qui est le gestionnaire, donc si vous voulez, de cette chose-là. Donc il choisit toujours, c'est toujours une opération privée, si ce n'est que puisque c'est Vendée Logement qui le fait, donc du coup, bailleur social, nous avons la possibilité donc de pouvoir garantir cet emprunt, ce qui nous est demandé comme il le fait toujours, mais la destination donc des logements est toujours la même. Hein. Là, c'est toujours pour les personnes âgées. Les 32 logements sont pour les personnes âgées. Toujours pour les personnes âgées. Oui. D'accord. Oui. Non, parce qu'elles sont complètement adaptées. Pas que pour les personnes familles, âgées. Mais c'est tout petit quand même pour des familles. Oui, c'est tout petit, oui. D'accord. Non, parce que à l'origine, c'était porté par un privé qui devait vendre les logements ou mettre en location. Aujourd'hui, qui a été chercher vendre des logements pour c'est eux qui ont demandé à récupérer. En fait, si vous voulez, il faut un gestionnaire pour ce genre de choses-là. Sauf si c'est un privé qui le fait à 100%. Oui. Mais le privé... Aujourd'hui, ça paraît compliqué pour un privé de vendre 32 logements. Vu le marché, donc si vous voulez, ça a intéressé... ils se sont arrangés et ça permet donc d'avoir un gestionnaire qui est connu et puis voilà, c'est pas plus mal. Donc j'irai plus loin. Est-ce que ces 32 logements seront en totalité donc HLM ? Enfin, loyer modéré ? Oui, tout à fait, oui. Donc là, parce qu'on voit dans la présentation qu'on ne verra pas, où on était à 12,7 ou 8% de logements sociaux sur Luçon. Donc là, aujourd'hui, on cherche à atteindre les 20% légales ou pas ? Avec ces 32 logements. Enfin, on cherche. On va y arriver. Oui, bon, on est très proche. Hein. Oui. D'ailleurs, on n'a jamais aucune remarque là-dessus, si vous voulez. Bah non. Je dirais qu'on est même les bons élèves de la Vendée. Oui, on est plutôt pas mal. Si on va dans ce sens-là, ça ne nous pose pas de soucis. Si en plus c'est intergénérationnel et ça part là-dessus, oui. Alors, je rappelle qu'on est là sur le logement social, mais qu'aujourd'hui, 85% de la population française peut prétendre à un logement social, quasiment. Tout à fait. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut anticiper aussi, on pense qu'il faut anticiper aussi le fait de vieillissement de la population qui va arriver très rapidement et qui va être problématique aussi rapidement. Et la porte de sortie d'avoir de l'autonomie, et ne serait-ce que des petits locaux, est très important, et que ça soit très bien que ça soit un public qui s'en occupe et pas un privé. Voilà. C'est bien pour ça que Vendée Logement est intervenu. Une des plaies de notre société, c'est qu'on a tout fait pour avoir des personnes qui vivent plus longtemps, c'est bien. On a tout simplement oublié de mettre à leur disposition ce qu'il fallait pour qu'ils puissent vivre décemment. Il y a aussi le fait que les gens ne veulent plus rentrer en maison de retraite, que c'est devenu inaccessible quand aujourd'hui on demande jusqu'à 2 000 ou 3 000 euros il n'y a plus possibilité.
Et le maintien à domicile quand même le plus longtemps possible est quand même plus sécurisant et économiquement plus viable. Oui. Voilà. Après, il faut éviter l'isolement, il y a d'autres choses. Non, mais ce principe est bon, à condition que ce ne soit pas un privé qui le gère. Et aujourd'hui, le fait que Vendée Logement y soit, c'est une bonne chose. Donc je pense que du coup, vous allez voter. Voilà. D'accord. Donc je le soumets, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Nous allons parler maintenant des frelons asiatiques avec la destruction des nids et la participation financière que l'on peut y mettre. La parole est à Monsieur Bonin. Merci Monsieur le maire. Bon, c'est une délibération redondante. Donc depuis 2005, effectivement, le frelon asiatique est une espèce donc, qui envahit pratiquement le sud-ouest. Et puis depuis 2009, elle apparaît principalement, enfin elle apparaît en Vendée. Vu l'augmentation du nombre de nids recensés dans les départements depuis 3 ans, il a été convenu de détruire, donc de faire des destructions de nids. En 2014, 47 nids ont été détruits sur la commune de Luçon, le coût moyen d'une intervention étant à peu près de 130 € TTC. Afin d'aider les habitants qui peuvent être confrontés à la présence d'un nid de frelon asiatique sur leur propriété, la commune se propose de centraliser les demandes des habitants qui détectent les nids, bon, ça se passe à la police municipale, de demander l'intervention d'un spécialiste pour la destruction. On avait passé un marché avec une société en début d'année, et de régler le montant de la facture. Et ensuite, on facture à l'administré un forfait de 50 € TTC pour l'intervention. Donc, vu l'avis favorable de la commission des finances du 15 septembre, le conseil municipal, après en avoir délibéré, dit qu'un forfait de 50 € sera facturé à l'administré, approuve la validation financière de la ville à la destruction de nids de frelons pour la part de facture au-delà de 50 € et valide la procédure ci-dessus indiquée de mandater la facture en totalité puis d'émettre un titre de recette à l'égard de l'administré pour un montant de 50 €. Voilà. Aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de nids détruits depuis le début de la campagne. Des questions, des remarques, des interventions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont pour? À l'unanimité. Merci, c'était un piège. Donc nous allons passer à la 8e délibération. Vente de la parcelle cadastrée AV 448 6 les carrières d'une superficie de 6 mètres carrés tout entier au profit de la SCI Diamo. La parole est à Monsieur Gachet. Merci Monsieur le maire. Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AV 448 6 les carrières d'une superficie de 6 mètres carrés qui aurait dû être incluse dans la transaction avec la SCI Diamo le 23 mai 2008. Alors, considérant que ce transfert de propriété permettra à la SCI de régulariser l'instruction des permis de construire. La commission d'urbanisme et celle des finances ont donné leur accord et entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte et essaye de vendre la parcelle cadastrée AV 448 6 des carrières d'une superficie de 6 mètres carrés à la société Diamo pour 120 € hors taxe. Les frais itinérants à ce dossier étant pris en charge par l'acquéreur et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer tous les actes et tous les documents liés à ce dossier. Bon, c'est un petit oubli de 6 mètres carrés qui a été oublié, je peux le dire, sur le parking d'Hyper-U. Voilà, c'est une régularisation. Des remarques ou des questions? Non, donc acceptez-vous que l'on vende ces 6 mètres carrés à la SCI Diamo? Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. 9e délibération, du coup, c'est pour le SIDEV avec l'effacement des réseaux de la rue Victor Hugo. Ceci va nous être traité par Monsieur Gachet. Je me rappelle que la rue Victor Hugo a été dégradée ces dernières années par des travaux de réseau d'eau potable et d'assainissement. Afin de garder le caractère patrimonial de ce quartier situé en ZPPUP, l'effacement des réseaux doit être programmé avant la réfection définitive. Par ailleurs, les conventions pour les passages de réseau dans le domaine privé de la commune doivent être signées. Alors, il y a un coût, puisque le SIDEV
nous apporte des subventions intéressantes et il restera pour la commune 30% pour les réseaux électriques, 50% pour l'éclairage public et 85% pour les communications électriques. Ce qui revient électronique, oui. Ainsi, la participation totale de la commune sera de 83 390 € hors taxe. Les commissions d'urbanisme et des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 83 390 hors taxe pour l'effacement d'un réseau de l'éclairage public de la rue Victor Hugo et autorise M. le maire ou moi-même à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà, c'est la continuité de ces trucs qui a été déjà pas mal dégradé. On a fait l'effacement des réseaux parce que la rue était étroite, les trottoirs sont très très étroits aussi, donc là on va améliorer considérablement cette rue. Remarque, question? Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Non à l'unanimité, donc je vous en remercie. 10e délibération accessibilité, demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmé, l'ADAP. Ceci va être traité par M. Gachet. Alors, vu l'arrêté L111.7.5 du Code de la construction et de l'habitation, qui prévoit que tout propriétaire ou exploitant d'un établissement recevant du public ou une installation ouverte au public ne répondant pas au 31 décembre 2014 aux exigences définies par l'article L111.7.3 doit élaborer un agenda d'accessibilité programmé avant le 27 septembre 2015. Considérant que cet agenda d'accessibilité programmée comporte une analyse des actions nécessaires pour que les ERP répondent aux exigences réglementaires et prévoit un programme et un calendrier de travaux ainsi que les financements correspondants. Considérant que la commune de Luçon est propriétaire de 47 ERP, 3 installations ouvertes au public et qu'il reste 38 bâtiments et 3 IOP dont la mise aux normes n'a pu être réalisée avant le 1er janvier 2015. Considérant qu'une demande d'approbation d'ADAP s'impose, la commission communale du cadre de vie a donné son accord, la commission d'urbanisme également, la commission communale pour l'accessibilité aussi. Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve l'agenda d'accessibilité programmé qui se résume comme suit. Orientation et priorité. La commune de Luçon s'est engagée dans la procédure de mise en accessibilité dès 2010 en réalisant dans les délais réglementaires des diagnostics obligatoires pour les ERP du premier groupe. Ces diagnostics ont provoqué pour certains bâtiments des consultations de maîtrise d'œuvre et d'entreprises qui n'ont pas permis de réaliser tous les travaux avant le 1er janvier 2015. Priorité a été donnée aux bâtiments les plus fréquentés. La première tranche du complexe sportif des Comets qui a été remis aux normes lors de la deuxième tranche, bien entendu la maison de santé. De nombreuses interventions ont été réalisées par les services techniques de la commune, mais il n'a pas été possible de réaliser la totalité des mises aux normes avant le 31 décembre 2014. Le montant des travaux restants réalisés est évalué à 1 400 000 € TTC, hors intervention des ateliers et hors maîtrise d'œuvre. Vu le potentiel financier de la commune, le montant moyen annuel disponible est évalué à 120 000 € TTC. Un délai de 12 ans est donc nécessaire. Il sera demandé une dérogation pour une période supplémentaire de 3 ans afin de pouvoir respecter les textes sans mettre à mal le budget communal. Accepte le dépôt de celui-ci auprès des services de l'État, autorise M. le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et sollicite toutes les subventions possibles. Bon, il y a un tableau qui est, je ne sais pas si vous l'avez, là c'est un agenda, c'est un engagement de la commune, c'est important de ne pas faire n'importe quoi parce que comme je dis, la commune va s'engager auprès de l'État pour réaliser ces travaux. C'est la raison pour laquelle on a demandé une dérogation pour avoir 3 ans supplémentaires. Il y aura un audit annuel qui sera réalisé. Et comme je viens de vous le dire, il y a aussi un échéancier qui est là, qui est fait pour 12 ans et qui prévoit environ 120-130 000 par an pour réaliser tous ces travaux qu'il y a à faire. Des remarques ou des questions? Monsieur Lejour? Nous souhaiterions déjà que dans le prochain compte-rendu du conseil municipal, on ait joint le tableau, parce qu'en fait, on l'a pas en annexe. Ouais. Donc on aurait souhaité que l'annexe soit... Enfin,
que ce tableau soit joint en annexe si Oui, c'est bon, possible de le on vous le rajouter. transmet, oui. Donc, Ouais. ou tous les élus, oui. Pour savoir quels travaux sont prévus et l'échelonnement, ça serait bien. On l'a vu partiellement l'autre jour, bon, je suis parti avant la fin, mais je pense qu'il est important aussi qu'on soit les VRP Oui, on vous le mettra dans les cases. Ouais, ou dans les casiers, comme vous voulez. Tout est détaillé, tout est détaillé. Ouais, c'est pour ça, oui. Non, mais je pense qu'il est important, il y a aussi beaucoup de questions là-dessus sur ces engagements-là. On s'est abstenu, nous, dans la commission, simplement du fait qu'on demande une donc, dérogation supplémentaire de 3 ans. Alors, je pense qu'il est aujourd'hui, nous pensons qu'il est aujourd'hui important que les communes et les collectivités locales soient les pionnières dans ces mises à jour et dans ces normes. La France est de très loin le parent pauvre de ces mises aux normes. Il suffit de voir ce qui se passe dans le nord de l'Europe. Il va falloir y arriver. Cette loi a été déjà votée, je crois, en 2005, repoussée éternellement. On sait que c'est compliqué pour les privés, entre autres pour les commerces. Ça sera compliqué aussi pour les collectivités et les mairies. Mais on doit y arriver et montrer l'exemple aussi pour prouver aux privés qu'il est possible de le faire. Alors maintenant, faire 3 ans supplémentaires, alors vu les capacités financières, c'est bien dit, c'est vrai que ça fait une grosse somme. On aurait pu anticiper sur d'autres années, sur d'autres échelonnements. Et il reste pour nous la priorité des priorités dans l'aménagement de l'handicap, c'est la mairie, et ça restera la mairie. En premier lieu, quand vous citez donc la priorité à donner aux bâtiments les plus fréquentés, il me semble que la mairie, que ce soit donc la salle du conseil municipal, que ce soit la salle de mariage ou même les bureaux des élus et des services de l'autre côté, doit absolument être accessible aux handicapés. Alors je sais, ça pose des soucis en largeur de porte et en ascenseur, mais on doit y arriver et je ne sais pas comment a été établi le... C'est prévu dans l'échéancier. Voilà. Mais je pense que... Pour répondre peut-être à votre interrogation, c'est qu'on a demandé 3 ans supplémentaires, mais dans ces 3 années supplémentaires, nous avons mis des choses qu'il n'y aura peut-être pas besoin de faire. Oui. Un exemple, si l'école du centre est déplacée, évidemment, il n'y aura pas de travaux à faire dedans. Donc ça, c'était repoussé vers la fin. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le point noir, c'est ici, et que, voilà, aujourd'hui, une personne handicapée qui veut assister à un conseil municipal ou même à un mariage doit avoir l'accessibilité aujourd'hui ici. Alors c'est bien sûr techniquement une des choses les plus compliquées à réaliser. Je vous rappelle qu'on va transférer un certain nombre donc, de services qui demandent justement une accessibilité à la population dans un local qui, lui, est parfaitement aux normes. Il y a un ascenseur donc, qui est aux normes et donc qui va nous permettre d'avoir déjà une amélioration d'accessibilité à un certain nombre de services. Je pense par exemple au service de l'urbanisme qui va être très rapidement, puisqu'il voilà, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, etc. Donc qui vont se retrouver donc, dans un bâtiment parfaitement aux normes d'accessibilité. Donc, alors... Derrière, c'est vrai qu'on demande 3 ans supplémentaires. C'est aussi pour être sûr de pouvoir répondre. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on peut très bien avoir un engagement, puis ensuite attendre gentiment d'avoir ou de repousser ou de dire qu'on ne peut pas le faire. Là, on a fait vraiment quelque chose... M. Gachet a signalé, ce document est envoyé à la préfecture et validé par la préfecture. Oui. Donc, alors, vous savez comment ça se passe, c'est-à-dire que après, ça voudrait dire que le préfet, à un moment ou à un autre, doit faire une inscription de fixe sur le budget. Ça ne se fait pas comme ça. La seule chose, c'est que justement, c'est peut-être une preuve de sérieux que de prévoir dans un échéancier qui est un échéancier qui est très très détaillé et chiffré, donc la possibilité de faire. Si jamais ces 120 000 euros, on arrive à faire plus, si on a des bonnes surprises dans certains travaux, ce que je souhaite, parce que là aussi, les chiffrages sont des chiffrages qui sont plutôt pessimistes, on arrivera peut-être à être plus rapide. Mais il faut être, si vous voulez, à un moment à la fois objectif, et puis se dire, comme le dit M. Gachet, qu'il y a peut-être des travaux, à un moment donné, du fait de l'évolution des prospectives, qui n'auront pas forcément lieu d'être, et donc il faut aussi tenir compte de ça. Voilà, c'est une réflexion globale, mais il y a une véritable démarche qui est une démarche qui va dans ce sens-là. Une précision, pour l'hôtel de ville, par exemple, en 2016, on a prévu 16 000, en 2017, 84 000, et en 2018, 67 000. Donc là, on partirait plus sur un aménagement de la mairie et pas sur un local attenant à la mairie. C'est-à-dire qu'un local attenant à la mairie, vous savez, on est aussi tenu par le testament du Maine qui fait qu'on est tenu d'avoir la mairie ici. Il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque. Oui, oui.
Et donc, c'est aussi une des contraintes que l'on a. Mais enfin bon, on le respecte. Ou bien il faut rendre le jardin du Maine, c'est... Oui. Oui, mais ce sont des bâtiments neufs qui ont été adjoints. Et qui ne sont pas aux normes handicapées, d'ailleurs, entre nous, soit dit. Mais à l'époque, les normes n'étaient pas les mêmes. Voilà, donc, si vous voulez bien, et s'il n'y a pas d'autres interventions, monsieur, oui, monsieur Baudin. Oui. Juste pour compléter, de toute façon, dans la DAP, c'est pour ça, je veux dire, si cet échéancier est bien fait, enfin, est bien fait, c'est parce qu'effectivement, il y aura un regard de la préfecture annuel, donc on a des comptes rendus à faire. On ne peut pas se fausser quoi, de ça, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais. Donc je le soumets, si vous voulez bien, à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 23 pour, 6 abstentions, merci. Nous allons passer à la 11e délibération, mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet Eurial. La parole est à monsieur Gachet. Bon, si vous voulez bien, je vais vous la résumer. On en a beaucoup parlé de cette déclaration de projet pour Eurial. Et il s'agit de mettre en conformité les terrains d'Eurial pour sa station d'épuration. Il y a beaucoup vu le PLU, vu l'urbanisme, vu tout ça. Moi, je vous propose de retenir la dernière ligne, vu l'avis favorable sans réserve de la commission de l'enquêteur. Il y a eu une enquête publique, il n'y a pas eu d'observation majeure sur cette réalisation, donc c'est ce qu'il faut retenir. Et vu l'avis favorable avec une abstention de la commission d'urbanisme du 9 septembre, considérant que le dossier de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet tel que présenté au conseil municipal est prêt à approuver conformément aux articles L123.16 et R123.23.2 du Code de l'urbanisme. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, déclare le projet d'extension de la remise aux normes de la station d'épuration d'Eurial d'intérêt général. Décide d'approuver la mise en compatibilité du PLU telle qu'elle est annexée à la présente délibération. Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département, conformément aux dispositions des articles L123-24 du Code de l'urbanisme. Dit que le PLU mis en compatibilité est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi que la préfecture. D'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces apportées à ce dossier et dit que la présente délibération deviendra exécutoire dans un délai d'1 mois suivant sa transmission au préfet si celle-ci n'a notifié aucune modification à apporter au contenu du plan ou dans son cas contraire à dater de la prise en compte de ces modifications après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. Les documents pour approuver sa mise en compatibilité du PLU sont disponibles à la mairie. Alors c'était une très bonne nouvelle parce que Eurial attend depuis un certain temps pour agrandir son établissement. Et là, partant de cette délibération, s'il est accepté, bien Eurial pourra déposer son permis de construire. Des remarques ou des questions? A priori, pas grand monde s'est déplacé pour aller consulter le dossier. Moi, je l'ai fait par internet. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai fait par internet sur le site de la préfecture. C'était limite imbuvable. Faut être très clair. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas de. On part sur un doublement de la production. On verra si on y arrive un jour. On verra aussi par la fusion, si on y arrive, la fusion d'Eurial avec. J'ai perdu le nom de l'autre groupe. Si on est encore dans ce doublement. Si c'est une bonne chose pour l'emploi, ça pose question aussi du doublement des camions et de l'enlèvement des boues suite au doublement de cette production. Comment et où vont atterrir les boues si on part sur le stockage de 6 000 tonnes de boues. Voilà. Et où en est le PLU, puisque je crois que ça fait maintenant aujourd'hui 2 ans qu'on est dessus, il n'est toujours pas clôturé. Alors sur la première question, je peux vous répondre. Il y a une étude d'impact qui a été faite. Donc cette étude d'impact est positive. Donc c'est Réal qui l'a piloté. Donc de ce point de vue-là, on peut être complètement rassuré. C'était une nécessité en effet pour que Réal puisse monter en charge et créer. Donc ils ont créé déjà une 50aine d'emplois là. Et ils sont. J'ai
J'ai vu le chef d'entreprise, le directeur, il y a 2 jours, donc il m'en parlait. Hein, donc ils en sont là. Ils ont et créé derrière, 50 emplois sans doublement de production. non, mais ils ont monté leur production, mais vous savez qu'aujourd'hui, pour faire perdurer l'augmentation de volume, il faut qu'ils aient ça, sinon ils vont se retrouver fermés. Donc c'est un petit peu gênant en termes d'emploi, sachant que donc, du point de vue environnemental, du coup, comme ils vont augmenter la capacité, ça va être quand même beaucoup mieux pour le rejet des eaux dans la nature. Sur les portages des boues, au-delà de cette étude environnementale sur la Natura 2000, l'étude environnementale du passage des camions a été étudiée très rapidement, et il y a très peu dans le dossier de paragraphes qui parlent de l'augmentation de ces camions. Il faut savoir que si on double la production de lait, il faut évidemment le double de camions. Alors, il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas de léoduc qui arrive jusque-là. Pas tout à fait, pour une raison simple, c'est que vous savez aussi, vous avez une diminution du nombre de camions en passage journalier, puisque vous allez avoir en particulier la laiterie de Saint-Michel-en-Lerme, donc qui va diminuer sa production. Hein. C'est Terralacta, hein, je présume que vous parlez de Terralacta tout à l'heure, excusez-moi. Donc Terralacta ferme cette structure, ou au moins diminue les activités de cette structure. Donc l'impact, si vous voulez, que l'on va avoir avec le nombre de camions qui passaient pour l'un ou pour l'autre vont être à peu près identiques, sachant que dans la remontée qui existait, en particulier du Deux-Sèvres, aussi sur Mareuil, a considérablement diminué. Donc globalement, si vous voulez, l'activité laitière sur le sud Vendée telle qu'elle est aujourd'hui ne va pas changer beaucoup, hein, si ce n'est que c'est ce site-là sur lequel ils vont être plus concentrés. Donc c'est la raison pour laquelle Dreal n'a pas insisté sur le passage des camions. Non, mais faites confiance à Dreal pour relever les choses qui pourraient poser des problèmes environnementaux. Hein. L'autre question, c'était l'évacuation des boues. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour cette évacuation des boues et comment ? Là, c'est dans l'étude d'impact. Hein. Donc, je ne peux pas vous le dire en détail parce que je ne l'ai pas en tête, mais c'est dans l'étude d'impact et qui a été validée par tous, préfecture, Dreal et autres. Et dernière question, pour le PLU, quand est-ce qu'il va être définitivement... Alors, le PLU, là, on avait marqué une pause parce que, vous savez, on avait été retoqué... je crois qu'il devait être présenté, il aurait dû être conclu déjà l'année dernière à cette époque-là. Oui, et puis on avait 2 choses à passer, c'était pour la piscine et puis pour L'Oréal. Donc ces 2 choses-là sont actées, ou presque. Maintenant, oui, le PLU, il va le relancer pour qu'il puisse aboutir le plus rapidement possible. Il faut faire des réunions publiques rapidement, parce qu'aujourd'hui les gens se posent des questions, et bon, ça fait 2 ans qu'ils en entendent parler, voire 3, puisqu'on a passé quand même quelques temps là-dessus. Il serait, je pense, urgent aujourd'hui de... Il y a eu une réunion publique, hein, malheureusement, qui n'avait pas été très suivie. Oui, mais pas publique, ouverte au dossier précis. Si, non, mais au dossier précis, avec des questions sur des terrains précis. Voilà. Non, mais il faut le faire aboutir, mais maintenant, il est un petit peu moins urgent. Je pense 2 projets qui sont aboutis. Je pense à une chose assez simple dans ce PLU, c'est qu'on avait intégré, et vous l'aviez dit l'autre jour dans le journal, donc des protections de surface commerciale en centre-ville, donc avec les enseignes, les vitrines qui ne devaient plus changer. Donc ça, on l'avait intégré ensemble, je tiens à le préciser quand même, et on avait même entouré la place du Petit Bot et le retour vers le campus. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que c'est en suspens, et aujourd'hui, si quelqu'un voulait fermer une vitrine supplémentaire, il n'y a rien d'acté pour qu'on puisse le bloquer. Voilà. C'est aussi une question qui devient assez urgente dans ce PLU. Si, j'aurais même, il faudra qu'on en parle, j'aurais même quelque chose d'autre à vous proposer dans ce sens-là qui va être aussi beaucoup plus actif, hein, pour la sauvegarde et le remplissage des commerces de centre-ville. Nous en reparlerons très prochainement. D'autres remarques ou questions ? Non ? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Qui est pour ? Donc 23 pour, 6 abstentions, je vous remercie. 12e délibération, déclassement de la rue Léon Ballereau du domaine public communal vers le domaine privé communal. La parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire rappelle que dans le cadre du projet de restructuration du magasin Intermarché, le déclassement de la rue Léon Ballereau du domaine public a été proposé.
cette voie a une superficie de 1176 m². Par délibération du conseil municipal, le principe de déclassement de cette voie a été approuvé au mois de mai. Vu le rapport de l'avis favorable du commissaire enquêteur et l'avis favorable de la commission d'urbanisme, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, déclasse du domaine public de manière définitive la voirie de la rue Léon Vallereau et autorise M. le maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Donc cette rue a pour vocation d'être cédée à la grande surface. Des remarques ou des questions? Donc, y a-t-il des voix contre? Non. Des abstentions? Donc à l'unanimité, on est d'accord, je vous remercie. 13e délibération, lotissement Le Colibri, classement définitif dans le domaine public communal. La parole est à M. Gachet. Monsieur le maire informe que les travaux de lotissement du Colibri approuvés par arrêté du 13 juin 1996 sont achevés. Le lotisseur a sollicité la commune pour un transfert définitif dans le domaine public communal des espaces verts, voiries et réseaux. La voie concernée est la rue Stéphane Traîneau, d'une longueur de 220 mètres. Par délibération du conseil municipal, le principe de déclassement de ce lotissement a été approuvé le 36-2015. Le détail des surfaces à transférer est le suivant. Les voiries des espaces verts représentent 2645 m². Vu le rapport favorable du commissaire enquêteur et de la commission d'urbanisme, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, classe dans le domaine public de manière définitive les espaces verts, voiries et réseaux divers pour l'euro symbolique du lotissement Le Colibri. Il autorise M. le maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Donc c'est exactement la rue Stéphane Traîneau qui est concernée par cette délibération. Des remarques ou des questions? Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Délibération numéro 14, lotissement Le Prieuré, classement définitif dans le domaine public communal. Monsieur Gachet. Bon, je ne vais pas vous lire, c'est exactement la même chose que la précédente, mais là, ça concerne le lotissement Le Prieuré. On demande son classement définitif dans le domaine public communal. Donc le commissaire enquêteur a donné un avis favorable, la commission d'urbanisme également. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, classe dans le domaine public de manière définitive des espaces verts, voiries et réseaux divers pour l'euro symbolique du lotissement Le Prieuré et autorise M. le maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Là, il y a 588 m² de concernés. Remarques ou questions? Donc, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Lotissement Loré du Bois Moka, classement définitif dans le domaine public communal. La parole est à M. Gachet. Même chose que les deux précédentes. Là, ça concerne le lotissement Loré du Bois Moka pour une longueur de 240 m². Le commissaire enquêteur et la commission d'urbanisme ont donné un avis favorable. Ayant entendu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, classe dans le domaine public de manière définitive les espaces verts, voiries et réseaux divers pour l'euro symbolique du lotissement Loré du Bois Moka et autorise M. le maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Remarques, questions? Non. Qui est pour? Donc unanimité, je vous en remercie. 16e délibération, eau et assainissement, rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau 2014. La parole est à M. Gachet. Alors, M. le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L de 1224.5 du Code général des collectivités territoriales, il est nécessaire de présenter un rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement. Suivant la compétence de chaque structure intercommunale, la compétence de ce service est répartie entre différentes structures. Le président de Vendéo a établi un rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 2014. M. le maire ayant également présenté son rapport concernant le service d'assainissement et l'exercice 2014, propose à l'Assemblée d'en prendre connaissance. Ces documents sont mis à la disposition du public à la mairie de Luçon. Ce rapport a aussi été commenté aux membres de la commission d'urbanisme le 9 septembre. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal prend connaissance de la synthèse du rapport du président sur le prix et la qualité du service public d'eau potable établi par Vendée Eau, exercice 2014.
et la note de synthèse du maire sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement, ensemble de la compétence d'eau expliquant la facturation. On parle de l'exercice 2014. Alors, vous avez les rapports qui sont avec vous. On va peut-être les commenter très très rapidement parce que ils ressemblent beaucoup à ceux de l'année dernière. Vous les avez certainement regardés. Il y a peut-être une page qu'on peut s'arrêter, c'est la dernière, la page 6. Ce qui intéresse le plus nos concitoyens. Et on s'aperçoit que cette page 6, eh bien, on a une stabilité de la facture des abonnés, puisque on arrive à une augmentation de 0,2% pour une consommation égale à 20 mètres cubes. Voilà, donc vous avez le détail. L'eau n'augmente pas, on a simplement la part fermière et puis quelques taxes, enfin la part fermière qui augmente, donc c'est pas le plus important, ce qui résulte, comme je l'ai dit, 0,2% d'augmentation sur une facture. Et sachant que pour la qualité de l'eau, ça a été dit, bon, on a une qualité qui est irréprochable. Bon, irréprochable finirait dans une bouteille en plastique sinon. Juste la question, il me semblait qu'il y avait été montré un rapport où le fait qu'il y ait moins d'abonnés sur Luçon faisait descendre la facture aujourd'hui sur la part de fermage, et là elle augmente. Donc est-ce que vous avez une réponse à apporter par rapport à ça? Puisque on nous avait montré que le nombre d'abonnements diminuant, la part de fermage et des eaux usées diminuait. J'ai pas eu des... Je sais pas... C'est en 2015? C'est pas sur 2014? Ouais. Donc, d'accord. 2014, il n'y a pas eu de changement. D'accord. C'est ça. C'est 2015 qui avait été présenté. Oui, on est en décalage toujours d'une année. Oui, tout à fait. Il faut attendre que l'année soit terminée pour pouvoir présenter le rapport. Donc c'est bon signe si la part de fermage descend. Bon signe, peut-être pas pour vous, mais pour les abonnés, oui. Très bien, d'autres remarques? Non, donc vous êtes d'accord pour qu'on prenne acte que ça a été présenté. Donc je vous en remercie. Nous allons passer directement à la 18e délibération, où nous allons parler de la désignation des représentants dans les conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. La parole est à Madame Reculot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'éducation et notamment le décret numéro 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, et suite aux élections départementales, il est nécessaire de modifier les représentants pour siéger en tant que membres de droit au conseil d'administration des établissements publics et de la commune de Luçon. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a élu les représentants du conseil municipal au sein des organismes suivants. Alors, le conseil d'administration, il y a 2 représentants, Madame Saint-Lô et moi-même. Le collège Le Sourdi, 2 représentants, et 1 pour le collège Bossire. À savoir que les précédents, c'est Monsieur Charpentier est toujours représentant, mais au titre de conseiller départemental dans les collèges. Voilà, puisque c'est la région pour les lycées. Remarque, question? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Des contre? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 19e délibération règlement intérieur du Forum des services. Ce sujet va être traité par Madame Thibault. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est par rapport au nouveau bâtiment qui est mis à la disposition pour de nombreux services. Donc, l'ancien centre des impôts qui va être le Forum des services. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi, bon, je vous dispense de tout ça, considérant la nécessité pour la collectivité de se doter d'une charte commune s'appliquant à l'ensemble du personnel communal, précisant un certain nombre de règles principes et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services municipaux et des autres services.
Considérant que le projet de règlement intérieur qui a été soumis à l'examen du comité technique a pour ambition, sur la base des dispositions encadrant l'activité du personnel communal et des services locataires du bâtiment dénommé Forum des services, de faciliter un bon usage des locaux. Donc il y a eu un avis favorable de la commission de l'action sociale en date du 15 septembre et également un avis du comité technique en date du 16 septembre. Donc je pense que vous avez dû le regarder un petit peu. Voilà, on ne va pas tout le lire. Les grandes lignes, c'est pour qu'en fait, bon, comme il y a différents services, donc ville, mais aussi il y a le clic repérage et la mission locale, il était important que tout le monde entende les mêmes choses pour le fonctionnement, les heures d'ouverture, de fermeture, comment fermer ses bureaux, enfin voilà, que tout le monde se sente responsable d'un bâtiment qui est quand même assez important. Donc, le déménagement a commencé là cette semaine. Bon voilà, ça prend forme. Il y a déjà le forum des associations qui est déménagé, le service jeunesse, le CCAS. Demain c'est le clic et la mission locale. Donc pour cette semaine ce sera tout. L'ouverture au public est pour le 5 octobre, lundi prochain. Le scolaire va déménager durant la 2e semaine des vacances scolaires, donc c'est-à-dire la dernière semaine d'octobre. Et ensuite, le service urbanisme suivra dans la lignée pour être au 3e étage. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce règlement? Juste, est-ce qu'il y a eu une commission de sécurité qui est passée dans ce bâtiment? Non, c'est un bâtiment de 5e catégorie, on n'a pas nécessité... En fait, la question qui nous pose souci, c'est vraiment la sortie de secours qui se fait chez un privé. C'est vraiment étonnant et j'espère qu'il n'y aura jamais d'incendie, parce que ça pose quand même souci. Mais c'était comme ça avant. Hein. Mais c'était pas une sortie de secours. Et c'était pas une raison. Ça a toujours été. Bah, ça a toujours été une sortie de secours. Hein. Bah, j'espère pour vous qu'il ne se passera jamais rien, parce que... Bon, voilà, si demain la maison à côté ferme ses portes, la sortie de secours, c'est un piège. On a un droit de passage? Si? Même si la porte est fermée. En espérant que la porte soit jamais fermée. Non, c'est la sortie passe par la porte du garage, et donc c'est toujours possible, quand on vient de la cour, d'ouvrir la porte du garage. J'espère. Ah bon. bah, Ouais, de toute façon, mais... on en a l'obligation de faire attention à ça. On n'est pas complètement inconscient, quoi. Bah, j'espère. Bah, de toute façon, et avant, il y avait un autre... Pas du tout, d'ailleurs. Vous en mettez vos responsabilités c'était en aussi jeu. un ERP, hein, donc la question se posait aussi. Donc ouais, il y a longtemps que c'était un ERP, et donc il y a longtemps que c'est aux normes pour ça. Je rappelle que c'était un ERP tenu par l'État. En plus. Justement, s'il y en a qui sont rigoureux... C'est ce qui posait aussi souci à l'époque, de rester ou pas rester dans ce bâtiment. L'autre question, c'est de... C'était pas ça la raison. Hein. Il y avait aussi en partie cette raison-là. Écoutez, le fait aussi que la chaudière ne marchait plus. Donc, mais la chaudière, elle est en train de se changer, là. C'est ce que je suis en train de voir, oui. Ouais. Pour 60... Ils ont commencé lundi, donc à la fin de la semaine, là, ils ont posé des sondes. C'est quasiment... Ils sont en train de tester si ça fonctionne bien. Pour 11 000 €. Voilà, c'est correct. Hein. Oui, c'est tout correct. Qui est adapté à la capacité du bâtiment. On reste toujours en perte de loyer, mais c'est pas grave. L'autre point qui nous pose question, c'est les heures d'ouverture. Donc il aurait peut-être été bien qu'il y ait une ouverture le samedi matin. Alors ça va être possible, ça va avoir lieu. D'accord, bon, tant mieux. C'est très bien, c'est une bonne chose. Et l'autre question était par rapport donc, à l'accès handicapé et donc à l'ascenseur. J'espère que vous aviez pris donc un réparateur et un dépadateur en urgence, parce que si demain l'ascenseur est en panne... Il y a une maintenance. Il y a un contrat de maintenance. Il y a un contrat de maintenance qui a été fait. Voilà. Ouais. Voilà. C'est la question que je voulais poser. Oui, non, mais si demain... Il y a des services techniques à la ville qui sont très compétents dans le domaine et qui ont veillé à tout ça. Il n'y a pas de souci. Donc vous n'avez pas pris de... Il faut faire confiance à nos agents. Il y a un contrat de maintenance. Bien sûr qu'il y a un contrat de maintenance. Oui. Non, mais c'est les services techniques... Sur mon lieu de travail, j'ai 3 ascenseurs, ils tombent en panne tous les 2 jours. Ah mais après, faut pas généraliser un cas, monsieur. Non, mais vous pouvez avoir des gens compétents et des gens qui ne sont pas compétents. Non, à part qu'ici, c'est quand même un domaine civique. Si demain, en mettant le CCAS au premier étage... Non, la compétence... Au deuxième étage. La compétence dont parlait Mme Thibault, c'était celle de la compétence de bien veiller à ce qu'il y ait un contrat de maintenance. Voilà, c'est ça. Ah voilà, je croyais que vous parliez de la compétence de réparer les... Voilà. Non. Pas habilité les agents. Ah oui, les agents ne sont pas habilités à réparer, non. Mais ils ont la compétence de bien faire leur travail et de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Tout à fait. D'accord. On va s'entendre.
D'accord. Donc voilà. D'autres, Est-ce qu'il y a d'autres Donc, ayant entendu l'exposé de son rapporteur et les échanges nombreux et multiples, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le règlement intérieur du Forum des services, dont le texte est joint à la présente délibération, dit que le règlement sera communiqué à tout agent employé à la ville de Luçon et des services locataires du bâtiment dénommé Forum des services. vous avez des abstentions, des contre, donc à l'unanimité, je vous en remercie. 20e délibération subvention à la maison départementale des adolescents de la Vendée et convention. La parole est à Madame Thibault. Merci. Donc c'est une convention qu'on a déjà en fait avec la maison départementale des adolescents et que chaque année on est habitué à donner la subvention de 5 000 €. Donc en fait il faut savoir qu'il va y avoir, c'est une convention constitutive du groupement d'intérêt d'un GIP, d'intérêt public de la maison départementale des adolescents de Vendée. C'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation, d'information et d'éducation à la santé et de prévention pour les jeunes vendéens de 12 à 21 ans, leurs parents et les professionnels œuvrant en lien avec les adolescents. Donc, vu l'avis favorable de la commission de l'action sociale du 15 septembre 2015, l'avis favorable de la commission finances du 15 du même jour, ayant entendu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 5 000 € au centre hospitalisé Georges Mazurel, gestionnaire du budget de la maison départementale des adolescents pour l'année 2015. Je vais peut-être y faire un tour en fait. Et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer la convention constitutive du GIP de la MDA de Vendée et dit que les crédits sont inscrits dans le budget en cours. Des remarques ou des et questions? La MDA est transférée également à la maison des services. Oui, juste en parlant de la maison des services, ce serait bien de faire un listing de tout ce qu'il y aura à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, on a prévu de faire un panneau avec tout ce qu'il y aura dedans. Bah, c'est un grand panneau alors. Ah ouais, non mais... On va essayer de communiquer pour que ce soit pratique pour la population. Il faudra peut-être couper les arbres aussi devant. Non. L'affiche du forum des services sera sous les fenêtres justement pour que les personnes qui cherchent le forum des services, soit en voiture ou à pied, puissent le voir au rez-de-chaussée. Et donc, comme ça, on pourra voir le nom du forum des services. On a essayé de penser à tout, monsieur Nolot. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, étant donné que le passage à la maison Mazurel de Madame Thibault n'était pas à l'ordre du jour, je vous pose donc la question sur cette subvention. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. 21e délibération, Stade Jean de Mouzon, demande de subvention et plan de financement. La parole est donc à Monsieur Edouin. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 21-21-29, considérant l'intérêt de mettre à disposition des équipements sportifs de qualité et d'améliorer les conditions de sécurité auprès des usagers du stade Jean de Mouzon, nécessaire à la mise en conformité pour la classification niveau 3 exigée par la Fédération française de football pour les installations utilisées en compétition nationale. Considérant la politique de soutien aux associations sportives, vu l'avis favorable de la Commission des sports du 14 septembre 2015, vu l'avis favorable avec une abstention de la Commission des finances du 15 septembre 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de demande d'aide à la sécurisation du stade Jean de Mouzon, approuve le plan de financement. Donc l'aide sollicitée donc, est une aide à hauteur de 5 000 €, et donc prise en charge 6 100 € donc, pour des travaux d'un total hors taxe de 11 100 €. Donc d'autoriser monsieur le maire ou moi-même, adjoint au maire, à solliciter toutes les subventions permettant d'aider au financement du projet de sécurisation du stade Jean de Mouzon et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc ce sont des travaux qui ont été effectués effectivement durant l'été pour permettre la conformité donc, à la reprise donc, du championnat. Dans le cadre du championnat d'Europe de foot donc l'année prochaine, il y a des aides donc, qui sont allouées pour des obligations de mise en sécurité donc, des équipements. Donc là, il vous est demandé d'autoriser monsieur le maire donc, à demander une subvention donc, pour la mise en sécurisation. Voilà. Donc ça concerne effectivement les clôtures et puis l'enrobé qui a été fait. Voilà. Ouais, vous m'avez fait peur, j'ai cru qu'on allait accueillir un match de
de l'euro à Luçon. Hein. Donc tant mieux si on en profite. Bon, ça paraissait compliqué. On pourra peut-être avoir des entraînements, on ne sait jamais. Les camps de base, on ne sait pas où sont établis les camps de base, donc on verra. Sauf que dans l'Ouest, il n'y a pas grand-chose. Ouais, a priori, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est pas très intéressant. Pour revenir à ça, donc, on s'était abstenu en attente de la réponse à quoi correspondaient ces travaux. Donc, ça correspond à ce qu'on avait voté au mois de juin. Donc, on le votera, on ne peut pas être contre une subvention. L'autre question, aujourd'hui, on part sur des mises aux normes du stade. Tous les ans, on fait des mises aux normes. Qu'est-ce qui reste à mettre aux mises aux normes? Et quid de la question si le club monte en Ligue 2, il a été annoncé qu'il y aurait peut-être possibilité de faire fusion avec La Roche pour faire un club de Ligue 2 Vendée. Et on irait très certainement jouer à La Roche. Alors ma question est jusqu'où on va aller et combien de temps ça va durer? Alors le petit problème, c'est que c'est pas nous qui déterminons l'histoire des mises aux normes. Puisque, en fait, si demain on monte en Ligue 2 et qu'on va jouer à La Roche... Non, mais ça se jouera à La Roche, on va être clair. Ah oui, oui. On n'aura pas les moyens donc, de le faire. La petite chose, si vous voulez, c'est qu'on découvre d'année en année ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est au moment de la visite technique qu'on nous dit il faut ci, il faut ça. Donc c'est un petit peu compliqué de vous dire aujourd'hui jusqu'où on va aller. Le truc, c'est qu'à un moment ou à un autre, alors qu'on a un club qui caracole quand même à un niveau qui est un niveau national et qui est assez remarquable, eh bien, est-ce que la ville ne doit pas mettre ces montants-là et le faire redescendre techniquement? Ce serait dommageable. Mais là où je vous suis complètement, je trouve excessivement désagréable qu'il y ait des normes qui soient pondues par la Fédération nationale, d'ailleurs il n'y a pas que dans le football, et qui nous imposent donc des choses qui n'auraient pas forcément lieu d'être sur notre territoire. C'est ce qu'on appelle des crémages par le haut. Oui. Aujourd'hui, seules des villes comme Paris, Strasbourg, Amiens, etc. sont capables de pouvoir le faire. Nous, on ne l'est pas, ce qui pose la question. Voilà, est-ce qu'à la fin de l'année, l'année sportive, il y a le problème de l'éclairage? Est-ce qu'on le fera ou on ne le fera pas? Pour l'instant, ils ne nous en parlent pas. La dérogation, a priori, se termine. Oui, sur le problème de l'éclairage, aujourd'hui, aucune équipe ne s'est plaint par rapport à l'éclairage. C'est surtout un problème souhaité pour pouvoir faire la transmission des matchs. Voilà. Je voudrais quand même rappeler aujourd'hui que si transmission des matchs est au niveau national, il n'y a aucune contrepartie financière, ce qui n'est pas le cas pour les clubs qui sont en Ligue 1 et Ligue 2, et c'est bien dommageable. Bon, je pense qu'il y a plusieurs articles qui sont passés durant l'été sur effectivement la façon dont le national était traité à ce niveau-là, au niveau de la fédération. C'est un petit peu une division, c'est une division qui est oubliée, il faut dire ce qui est. Mais aujourd'hui, ça n'empêche pas les matchs d'évoluer. C'est un problème de retransmission. Voilà. Mais on a quand même vu qu'il y a quand même des retransmissions, puisque les derniers matchs à Luçon, il y a quand même eu des multiplexes. Bon, je pense pas que ça soit... Mais voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la mise aux normes de l'éclairage nous permettrait aussi de pouvoir changer moins souvent les projecteurs, ce qui sont un petit peu... Voilà. Et puis d'intervenir directement. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il paraît assez clair que ces lampadaires ont vécu, comment on va dire, que rien que la lampe, une lampe changée, c'est une nacelle plus le prix de la lampe qui n'existe plus. Bref, c'est clair qu'il y a un souci par rapport à ce dossier-là. Maintenant, le souci est aussi à quoi va servir le fait de changer ces lumières s'il n'y a pas derrière. Voilà, c'est la question qui se pose. Je voudrais quand même revenir sur la baisse des dotations. Je voudrais quand même dire que malheureusement aujourd'hui, sur un contexte qui est difficile, on sait que c'est malheureusement sûrement le sport, on parlait des crémages par le haut, et c'est sûr qu'aujourd'hui, seules les villes qui vont avoir les moyens de pouvoir supporter leur club vont pouvoir, on va dire, mettre en conformité ou pouvoir continuer en tout cas à garder leurs équipements donc en bon état. Et c'est vrai que pour une collectivité sur Luçon, pour d'autres collectivités aussi, c'est vrai que malheureusement la crainte c'est que ça soit au niveau donc local, je sais que des efforts sont faits en tout cas, mais après sur d'autres collectivités, on sait que ça va être compliqué. Effectivement, le sport et la culture risquent d'être un petit peu, de payer un petit peu la note. C'est un petit peu ce qui est dommageable, quoi. D'où peut-être la bonne idée de regrouper à un moment donné le haut niveau au niveau départemental. Oui, je suis personnellement un supporter du club et je serais le premier déçu à ce qu'un jour on arrive à ne plus avoir l'entité luçonnaise sur son sol. Dans la réalité logistique et économique, aujourd'hui, il n'est
peu probable de pouvoir continuer avec 4 clubs au niveau, voire 5 clubs au niveau national. Alors je sais que je vais me faire des ennemis, il y en a d'autres qui me se tourneront peut-être dans cette direction-là, mais il va falloir se poser les bonnes questions au bon moment. Comme vous dites, la baisse de dotation de l'État est là. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la baisse donc des partenaires privés qui, bon voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Il faut se poser la question. Aujourd'hui, quand on voit que Europcar a mis autant de temps à trouver un relais sur le terrain pour repartir, alors que l'exposition médiatique est là, c'est très clair que bon, va falloir se poser les questions et les bonnes questions. La bonne, la mauvaise, on verra, mais on le verra aussi pour le basket. La question se pose. Est-ce que la ville de Luçon est aujourd'hui capable techniquement et économiquement d'avoir 2 clubs à ce niveau-là? Alors c'est une question qu'on se pose régulièrement et je partage tout à fait votre analyse. Hein. C'est un fait qu'à un moment ou à un autre, il faudra qu'on prenne des décisions en fonction donc, des opportunités qui se présentent. Hein. Maintenant, donc, cette année, on est dans cette configuration-là. On va essayer de la maintenir. Je crois que c'est quelque chose qu'on réfléchira ensemble au moment où, justement, cette situation se présenterait. Je pense à ce qui s'est passé au Poiré, hein, la décision qui a été relativement difficile et douloureuse pour les gens du Poiré-sur-Vie au moment où M. Cugnot s'est retiré donc, des subventions qu'il pouvait donner et qu'ils ont pris la décision de ne pas continuer. Peut-être que demain nous serons dans cette situation-là. Une chose est certaine, c'est qu'il y a un moment ou un autre où personnellement je ne préconiserai pas, bien sûr c'est l'Assemblée qui décidera, mais je ne préconiserai pas la mise en danger des finances luçonnaises pour un maintien à un niveau national d'un club sportif. Ça c'est clair et net. Aujourd'hui on en a encore la possibilité, les équilibres sont encore là. Il faudra donc le décider à un moment, mais on le décidera en somme. Voilà, donc je vous remercie de cette intervention. Y a-t-il d'autres interventions? Excusez-moi. Donc je soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 22e délibération, subvention et avenant numéro 3 à la convention de l'association Luçon Basket Club. La parole est à Monsieur Edouin. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 12 avril 2000 en son article 10 relative à la conclusion d'une convention avec l'organisme de droit privé, vu le décret 2001-495 fixant ce montant à 23 000 €, vu la délibération du 10 mars 2015 octroyant une subvention de 47 000 €, vu la convention définissant les modalités du soutien de la ville de Luçon à l'association Luçon Basket Club signée le 16 mars 2015, vu la délibération du 31 mars 2015 octroyant une subvention complémentaire de 5 000 €, vu l'avenant numéro 1 à cette convention signée le 3 avril 2015, vu la délibération du 12 mai 2015 octroyant une subvention complémentaire d'un montant de 22 000 €, vu l'avenant numéro 2 signé le 19 mai 2015, et vu le présent avenant numéro 3 à cette convention, vu l'avis favorable avec une voix contre de la Commission des Sports du 14 septembre 2015, vu l'avis favorable avec une voix contre de la Commission des Finances du 15 septembre 2015, ayant entendu l'exposé de ce rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention complémentaire d'un montant de 56 000 €, approuve les termes de l'avenant numéro 3 à la convention avec l'association Luçon Basket Club, autorise le maire ou moi-même, adjoint au maire, à signer l'avenant numéro 3 à la convention. Donc vous l'avez en annexe. Je pense que tout le monde en a pris connaissance. Voilà, des remarques ou des questions? Oui, donc on va rebondir sur ce qui a été dit avant. Vous aviez présenté donc en décembre sur le débat d'orientation budgétaire, donc la baisse de 10% des subventions pour les collectifs, pour les associations sportives et culturelles. Aujourd'hui, on n'est plus dans les baisses de 10%, on est presque dans l'augmentation, pas 100%, mais presque. On est à 130 200 € pour le basket, alors qu'on était donc l'année dernière à 72 100, déjà qui avait connu une augmentation. Alors on en revient à la même question. Aujourd'hui, est-ce que la ville est capable de supporter 2 clubs de haut niveau? Et est-ce que cette guerre, entre guillemets, permanente entre le foot et le basket, à savoir qui va tenir le plus longtemps, va durer longtemps? Ouais, c'est une guerre de façade. Hein. Aujourd'hui, on a un écran qui est sponsorisé par le foot, le basket en a un. Aujourd'hui, on demande 56 000 € pour le basket pour les maintenir en vie.
Alors voilà, ça devient usant, et usant pour les petites associations sportives qui, elles, font l'effort de perdre 10%. Là, on est bien sur une subvention. Alors, je veux bien que le président ait mis une lettre comme quoi il émet le remboursement de 10 000 € pendant 5 ans. Aujourd'hui et demain, si ce président arrête, il n'y a aucune contrepartie à ce que le club rembourse, puisque c'est une subvention et c'est non un prêt. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, comme on l'a dit, il va falloir prendre des responsabilités et prendre des décisions à la fin de l'année. On verra où on en est financièrement au niveau des deux clubs. Là, ça commence à devenir énorme, même s'il y a contrepartie orale et même écrite, puisque vous l'aviez montré, sur le remboursement de cette subvention. On a vu dans la commission sport depuis 4-5 ans donc, les comptes passés, on ne voit pas d'amélioration, et pourtant tous les ans on a une promesse d'amélioration de budget qui n'est pas là, et le déficit continue de se creuser. Voilà. Est-ce qu'on continue sur 2 clubs? Est-ce qu'on prend 2 clubs de national à plus bas niveau pour pouvoir survivre? Ce qui est totalement possible. Est-ce qu'aujourd'hui le basket peut continuer et le foot peut continuer à des sommes aussi importantes? Voilà. Alors, pour vous répondre, le premier point, c'est que ce qu'on fait là est un fusil à un coup. Hein. On a bien prévenu, donc, si vous voulez, l'association. Alors pourquoi? Parce que tous les ans, il y a quand même le droit à un coup de 5 000. Oui, alors là, c'est énorme. Hein, c'est 56 000 €. C'est un fusil à un coup. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, il y avait un déficit chronique qui existait et qui perdurait depuis un certain nombre d'années. Je suis d'accord avec vous. Ils nous ont présenté donc un plan qui est un plan de redressement sur lequel on n'a pas de raison de ne pas être d'accord avec eux, qui est assez raisonnable, avec des baisses donc d'engagement qui sont des baisses qui me semblent être tout à fait objectives. On en a discuté avec les gens du basket en leur disant bon, on appure ce qui a été le souci qui est redondant. Et comme les plans de financement tels qu'ils sont présentés permettraient un remboursement donc de 10 000 € par an, on marche dans ce sens-là. Et quand je dis que c'est un fusil à un coup, c'est que c'est la dernière fois. Et derrière, nous avons deux possibilités. La première, c'est celle d'avoir un club donc, qui reste au niveau où il est. C'est nous qui sommes les maîtres de notre subvention. On les récupérera comme on voudra les récupérer. Il y a un engagement moral. Vous me dites si jamais c'est pas le même président, j'ai un engagement moral d'un bureau à un moment donné sur une somme qui est une somme d'argent public. Si demain ils veulent pas, bon, vous pouvez, j'ai bien compris, couper court, mais si demain vous voulez aller au tribunal administratif pour récupérer, vous pourrez pas. C'est une subvention. Non, mais sauf que si vous voulez, on donnera toujours des subventions. On donnera toujours des subventions au basket. Donc à un moment ou à un autre, si je veux récupérer, je diminue de 10 000 €. Hein, donc 50, si vous voulez... 56 000, je crois que, alors de mémoire, tu peux me dire le contraire, mais je crois qu'on était sur 56 000 de subvention totale il y a 3 ans. Oui, bon, donc, si on descend... Là, on est à 132 000. Oui, mais on n'était pas au même niveau. Et ils sont passés en national. Par rapport à ce qu'on a dit par rapport au foot, par rapport au poiré survie, il y a un moment donné, il faut aussi que les gens qui ont ces responsabilités dans les bureaux se disent est-ce qu'il faut qu'on continue ou pas? Voilà, c'est pas de dire non, c'est une défaite pour nous. C'est économiquement, on est dans une période qui est compliquée. On le sait qu'il y a aussi ce qui se fait depuis 2008, que les entreprises nous donnent moins, ça c'est certain. Il faut peut-être se mettre en face de la réalité et se dire bon, on retourne en N3, ça reste du national, c'est moins loin, il y a moins de problèmes, il y a moins de remboursement de frais, il y a moins de paiement de joueurs. Voilà, alors, c'est pas... je Là, aujourd'hui, moi, quand je vois 56 000 €, je suis fâché par rapport à des subventions qu'on n'a pas données, par rapport au handisport ou des choses comme ça, parce qu'on a choisi de faire 10% de... Je termine ma... Bon. Je termine. Donc, si vous voulez, là, il s'agissait bien donc d'un assainissement, donc de quelque chose qui perdure depuis un certain nombre de temps, sur une avance qui est une avance remboursable entre guillemets, mais on n'a pas le droit de le nommer tel quel, donc on le fait comme ça, sur lequel on a la maîtrise. C'est-à-dire que l'année prochaine, si jamais on n'a pas cet équilibre ou si on voit qu'il y a quelque chose, ce sera terminé, c'est clair, net et précis.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fera redescendre le club, et derrière, on récupérera donc ces sommes. Alors, imaginez maintenant que les résultats sportifs ne soient pas là, ils descendraient, de toute façon, on les récupérera de facto. Hein, donc, si vous voulez, aujourd'hui, exactement comme je le disais tout à l'heure sur la mise aux normes donc, du stade, il y a un moment ou un autre où il faut donner une dernière chance. C'est cette dernière chance donc, que l'on donne ici. Si jamais l'année prochaine ça passe pas, ça passera pas. Et on arrêtera là. Donc si vous voulez, ça a été quelque chose qui a été mis sur la table donc, avec l'association. Ils avaient une autre solution hein, sur laquelle on aurait pu aussi jouer, c'est qu'ils fassent un emprunt donc, de 50 000 €. On avait vu avec la banque. Hein. Ils étaient d'accord qu'il y ait un emprunt de 50 000 € et que derrière, donc la ville garantisse éventuellement donc, de cet emprunt. On ne l'a pas fait parce que c'est pas la peine de rajouter des intérêts. C'est des intérêts donc là-dessus et ça nous semblait donc beaucoup plus logique puisque là nous avons la capacité, et c'est nous-mêmes qui sommes donc en mesure de pouvoir récupérer ces sommes par notre propre vote. Donc, si vous voulez, c'est une garantie derrière. Et c'est aussi une prise de conscience. Moi, je vous assure que pour en avoir discuté avec Monsieur Edouin et puis avec les dirigeants du basket, ils nous présentent un plan qui est un plan qui me semble aujourd'hui donc tenable. On va voir s'il va se tenir. Hein, mais pour contredire la chose, c'est qu'on l'a déjà vu ce plan. On l'a déjà vu 3-4 fois. En disant on va faire... Non, pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. J'ai bien compris, mais s'il y a 5 000 € de déficit, on n'y arrive pas, c'est pas à 30 000 ou à 50 qu'on va y arriver. Non, mais si vous voulez, les 50 000 aujourd'hui, c'est parce qu'on avait quelque chose qui était dans les tiroirs depuis un certain nombre de temps et qui se repassait d'une année sur l'autre. Donc il y a un moment ou un autre où ils arrivent à faire un équilibre qui est un équilibre à peu près, c'est-à-dire que quand vous regardez les bilans consolidés, vous avez le rapport de l'année dernière qui fait le déficit. Donc, quelque part, alors sauf l'année dernière, mais il y avait une raison à ça. Ils ont rectifié donc, le tir et ils nous présentent aujourd'hui un plan qui permet donc d'assainir à terme donc, leurs finances. Donc, aujourd'hui, on avait la possibilité de leur dire, bon, on vous fait confiance sur ce plan de redressement. Si ce plan de redressement n'a pas lieu, nous, on arrête. Ça, c'est clair, net et précis, et ça a été mis sur la table. Donc, on va voir un petit peu comment va se passer la saison, et derrière, comment ça va être. Mais vous avez mon engagement derrière, que si jamais ce plan n'est pas tenu, derrière, on arrêtera. Oui, ce qui est inquiétant d'un autre côté, c'est que, voilà, M. Cugnot, quand il a redescendu son club, c'était pour sauver son club. C'est-à-dire qu'il a accepté de descendre, mais il pérennisait son club. Si demain, financièrement, ça ne va pas pour le basket, ça ira pas mieux après-demain et on repartira peut-être encore beaucoup plus bas avec beaucoup moins et c'est le club et l'ensemble des licenciés qui seront donc en difficulté. C'est là aussi où il faut que les gens du bureau... Pardon ? On ne descendra pas de 2 niveaux d'un seul coup. Il y a une... Alors, sauf CG, mais il y a quand même un institut de contrôle qui passe pour vérifier les comptes. Si demain ils vous disent vous êtes en déficit, vous n'avez pas de possibilité de remettre vos comptes à zéro, vous n'irez pas jouer en N3, vous irez jouer en R1, puis si ça ne va pas, vous irez en départemental. Mais c'est le club entier qui va en payer aujourd'hui. Bon, voilà. Mais ça, c'est de la responsabilité des dirigeants. Hein. Je vais être clair. Donc, voilà. Si on n'est pas capable, c'est pas une honte de dire on n'est pas capable financièrement de faire plus que ce qu'on a aujourd'hui. Peut-être qu'il faut qu'on. Oui, mais c'est ce que disaient aujourd'hui les dirigeants, c'est qu'ils se sentent capables de le faire. Donc on fait confiance. J'espère. On verra. Hein, J'espère. On verra. J'ai rien mais ce sera une fois. Et nous avons rien évidemment contre le basket. Oui. Maintenant, voilà. Je pense que l'image qui est donnée, je vous dis par rapport aux petites structures. Bon, voilà, ça fait double langage et moi je trouvais que l'idée était bonne, donc, et on trouvait que l'idée était bonne, donc de demander donc, à ce que tout le monde puisse se serrer un petit peu la ceinture, ça a été fait. Bon, voilà, si demain il y a une autre association qui va pas très bien, j'espère qu'elle n'ira pas frapper à votre porte parce que bon, vous n'allez pas arrêter. Voilà. J'ai entendu, hein, je vous ai répondu moi sur la démarche, qui est une démarche quand même, si vous voulez, relativement spécifique. Je rappelle que ce sur quoi on abonde là, c'est quelque chose sur des bilans qui sont des bilans consolidés, c'est-à-dire avec des reports des déficits de l'année d'avant. Hein. C'est pas une année, hein, c'est tout simplement une consolidation. Donc, on va voir, hein, mais oui, non. Mais c'est une consolidation, et donc, a priori, ils ont commencé à monter patte blanche, on va voir si jamais ils perdurent. Hein. Mais ce qui ne sera pas forcément le cas d'autres clubs qui, à un moment ou à un autre, pourraient se trouver en difficulté. Voilà.
Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Alors 23 voix pour, 6 contre, je vous remercie. Nous avons ensuite une subvention à l'association Diapason pour scène de guerre. La parole est à Madame Parpaillot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, l'association Diapason, qui développe depuis plus de 10 ans les arts croisés par le biais de spectacles vivants, désire proposer aux Luçonnais un spectacle commémorant le centenaire de la Grande Guerre. Cette pièce, intitulée Scène de guerre, a été déposée auprès de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et a été distinguée par le label Centenaire qui met en valeur les projets les plus innovants et les plus structurants pour les territoires. L'association Diapason sollicite une subvention de 10 000 € au titre d'une aide à la création de cette œuvre. Vu l'avis favorable avec une abstention de la commission culture du 14 septembre 2015, vu l'avis favorable avec une abstention de la commission des finances du 15 septembre 2015, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention du montant de 10 000 € à l'association Diapason pour financer la création de la pièce intitulée Scène de guerre. Dit que les crédits sont inscrits sur le compte 6 574 du budget principal. Autorise Monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer tout document à venir se rappelant pour cette affaire. Alors, Scène de guerre ou la tragédie des acteurs est une pièce tragicomique qui aborde la vie des soldats du front ou plutôt de l'arrière-front, soldats qui devaient souvent lutter contre l'ennui. La thématique du théâtre aux armées a très peu été portée sur la scène, ce qui nous offre ici l'occasion de développer et d'offrir au tout public un divertissement ludique mais aussi instructif. Ici, c'est une pièce de Shakespeare qui a été exploitée pour le scénario Roméo et Juliette. La pièce se passe 3 jours avant l'armistice du 11 novembre 1918. Comme vous le savez, la commémoration de la Première Guerre mondiale, dite la Grande Guerre, se fait en 2015, 2016, 2017 et 2018. Cette pièce a reçu le label Centenaire, décerné par la Mission nationale du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le livre qu'a écrit M. Tixier a rencontré un énorme succès et la réédition est envisagée parce que pratiquement énormément de livres se sont vendus. Tandis que le Sénat devrait faire figurer l'ouvrage parmi les nominés au prix Sénat 2016. Dans l'intérêt général de cette histoire, la ville a souhaité aider l'association Diapason avec une subvention de 10 000 €, en mettant en résidence la pièce de théâtre comme toute autre proposition à d'autres artistes, comme on le fait notamment au niveau du théâtre. Ils font eux-mêmes leurs costumes, eux-mêmes leur décor, donc les personnels de la ville ne sera pas engagé pour cette mission. Ouais, nous sommes très étonnés de voir donc cette association débarquer qui n'est ni luçonnaise ni vendéenne. Elle est vendéenne quand même. Elle est vendéenne. Ouais, elle est vendéenne et M. Tixier... Donc on est très surpris quand même de cette demande de subvention de 10 000 €, ce qui n'est pas une paille quand même. Si c'est juste pour avoir un logo sur un livre, je pense qu'on peut le faire autrement. Voilà, aujourd'hui on refait payer en plus 22 € le public qui veut assister à cette pièce. Donc pour nous ça sera contre et on ne voit pas l'intérêt. Aujourd'hui on n'est pas contre la culture, mais on ne voit pas l'intérêt de financer cette pièce pour 10 000 €. Alors je vais vous répondre sur plusieurs points de vue. Si vous voulez, scène de guerre à Luçon, globalement, 7 000 € sur un achat de 10 000 € de subvention, 17 000 € sur un spectacle sur le Midanly. On est dans la moyenne de ce que l'on paye sur les spectacles. Si jamais il y a eu ce montage-là, c'est parce que ça a arrangé, donc si vous voulez, la production, donc de le faire comme ça. Et moi, ça ne me déplaît pas d'avoir, si vous voulez, de participer à la création, parce que je vous rappelle que si jamais il n'y avait pas de participation des collectivités en France, on n'aurait plus de création du tout en France. Alors, cette création aujourd'hui est en train d'ailleurs de faire une certaine tache d'huile, puisqu'il y a un film qui va en être tiré,
On les livre, on vous en a parlé. C'est une pièce qui a été retenue pour être présentée auprès des élèves. Donc voilà, si vous voulez, la répercussion, elle n'est pas seulement sur une soirée qui va être passée à Luçon, c'est beaucoup plus globalement quelque chose qui a un rayonnement, qui est le rayonnement normal de la culture, et je le répète, sur lequel il ne me semble pas anormal que les collectivités territoriales participent. D'ailleurs, je vous prends la quasi-totalité des collectivités territoriales qui s'intéressent à la culture et qui ont une image culturelle, ils participent d'une manière ou d'une autre aux créations. Et je le répète, à la limite, on aurait eu le montage habituel que l'on a avec les spectacles que l'on a en Milandi, vous n'auriez pas eu cette délibération. Si on l'a fait, c'est uniquement parce que ça a arrangé, mais le montant de ce spectacle et le prix d'un montant moyen que l'on trouve sur le Milandi, il faut le savoir, mais c'est le prix aussi de la culture de qualité. Donc voilà, si vous voulez, il y a globalement, je voulais dire aussi que lorsqu'on parle des efforts donc qui ont lieu, l'effort sur le Milandi a vraiment eu lieu. C'est-à-dire que le montant global de la dépense qui a été faite pour l'ensemble des spectacles qui est fait sur le Milandi a bien diminué par rapport à l'année d'avant, et cette subvention comprise. C'est-à-dire que là-dedans, c'est pas quelque chose qui a été mis à côté, c'est quelque chose qui a été compris dans la dépense globale. Donc on est bien, si vous voulez, dans la démarche habituelle que l'on a au niveau de ce théâtre. Et moi, je serai personnellement un défenseur acharné de la participation de Luçon à la création artistique en France. Parce que ça me semble être quelque chose qui est de notre devoir. Je rappelle, si jamais les collectivités territoriales n'étaient pas là, nous n'aurions plus de création en France. C'est pas moi qui le dis, c'est le... je suis en train de chercher de son nom, c'est la ministre de voilà, Fleur Pellerin, qui le disait l'autre jour. Donc, je crois que quelque part, là, il faut être, si vous voulez, quand même relativement objectif. On y a participé, on y a toujours participé. Je vois pas pourquoi on arrêterait. Si ce n'est que là, vous avez un montage qui arrange l'association donc Diapason et auquel on répond. C'est tout. C'est un montage pour avoir quand même le logo sur le livre aujourd'hui. On l'a. Parce que si vous l'aviez pris en coup direct sur le Milandi, vous n'auriez pas eu ce partenariat avec un logo. Mais ça nous est arrivé de prendre en coup direct et avoir le logo sur. Je vous prends par exemple, j'ai su Eldo Variations. J'ai su Eldo Variations sur lequel on a été coproducteur, qui est passé en direct sur le Milandi et pour lequel nous avons eu notre logo. Je vous reprends aussi des spectacles comme celui qui a été fait dans le domaine de la magie par notre Luçonnais et qui a fait quand même pas mal Dominique Herman. Dominique Herman, et donc qui a fait une tournée nationale et sur lequel il y avait le logo de la ville de Luçon. Je vous prends aussi ce qui a été fait avec William Christie il n'y a pas si longtemps, sur lequel il y a eu des aides à la création et sur lequel le logo de la ville de Luçon est apparu. C'est tout simplement un montage financier qui arrange l'association pour un prix qui est un prix normal. Voilà, donc la délibération ne va pas plus loin que ça. On l'a fait également pour une danseuse, Pietra Gala. Ben oui. Ben non, c'est pas la même chose. Ce sont des artistes tout autant que les Monsieur Tixier et sa compagnie. Là, on ne connaît pas cette association, on ne sait pas d'où elle sort. Enfin, si, on sait maintenant. C'est pas où elle sort. Ça serait bien de me demander. La Chaboterie à Apremont. Boufferet donne quand même 10 000 euros. Laurent Tixier est quelqu'un qui est reconnu aujourd'hui au niveau national. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui écrit un certain nombre de spectacles pour, par exemple, le Château de Blois, dans le domaine Apremont, plus près de nous, qui a été retenu par Jean-Laurent Cochet sur certaines de ses pièces, etc. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a quand même un nom qui est aujourd'hui reconnu, et qui apparaît dans les journaux spécialisés au niveau national. Donc, c'est pas n'importe qui, Laurent Tixier. Voilà. Donc, on a affaire quand même à quelqu'un d'une bonne pointure. D'autres remarques ou questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour?
Donc 23 pour, 6 contre, excusez-moi. 24e délibération, convention de partenariat avec l'association ACAP, Association des commerçants, artisans et professionnels de Luçon. La parole est à Madame Parpaillot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que la commune et l'association ACAP sont attachés à unir leur effort pour développer le dynamisme commercial sur le territoire communal et tout particulièrement dans le cœur de la cité, considérant qu'il est nécessaire d'établir une convention de partenariat, vu l'avis favorable de la Commission de la Culture et de l'Animation urbaine du 14 septembre 2015, vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 15 septembre 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat avec l'association ACAP. Autorise Monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer cette convention de partenariat et tout document afférent à ce dossier. Une ville ne peut rayonner sans permettre à tous ceux qui ont un projet d'activité économique d'être écoutés, entendus et compris. Pour favoriser ces échanges, il est indispensable d'organiser des relations en favorisant le dynamisme et la structuration des actions utiles au développement du commerce luçonnais. C'est là que réside l'intérêt pour la ville de conclure cette convention de partenariat qui sera un support à notre développement du tissu économique, véritable connexion avec les partenaires économiques de la ville. Remarque, Vous question. l'avez ajouté pour la convention de partenariat. Remarques ou questions sur cette convention? D'accord, donc je le soumets à votre voix. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc à l'unanimité. Le dernier point à l'ordre du jour, c'est le rapport d'activité de la communauté de communes du Pays Né de la Ner pour l'année 2014. Je vais essayer de vous la traiter assez rapidement, puisque ce rapport est un pavé de 147 pages que je vais vous lire in extenso. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, on va le faire. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne vous l'a pas photocopié pour chacun. Vous avez bien sûr toujours la possibilité de le consulter quand vous voulez. Vous avez dû les représentants au comité. Vous l'avez dû l'avoir. Non, mais nous on est délégués communautaires, donc on l'a déjà vu. Oui. Mais, voilà. Vous avez été. Nous voilà. J'ai pas voulu faire 29 éditions, hein, donc vous l'avez. Bon, en gros, si vous voulez, ce rapport nous parle donc des temps forts qu'il y a eu dans l'année, avec, j'allais dire, sur le point peut-être le plus remarquable, celui du mois de janvier, puisque on était passé à 11 communes, puisque les 3 communes de la côte donc nous ont rejoints à ce moment-là, avec donc, si vous voulez, derrière, une description d'un certain nombre d'activités donc de la communauté de communes et donc ce qu'ils ont fait dans l'année. Puis, nous avons ensuite une présentation des organes délibérants et du communautaire et des commissions telles qu'elles étaient à l'époque. On a ensuite les organismes qui sont constituants, puis les compétences, où on reprend donc la totalité des articles donc, qui vous redonnent les compétences de la communauté de communes. Ensuite, nous avons un chapitre qui parle des finances et de la fiscalité. Grosso modo, je vous rappelle que les dépenses de fonctionnement, presque 15 millions, et recettes, 16 500 000, et qu'en investissement, on est à 1 100 000 et 2 300 000, ce qui veut dire que nous avons des réserves sur les investissements qui sont relativement importants. Ensuite, on parle donc des ressources humaines, de la communication, des marchés publics, des points importants comme l'aménagement de l'espace, avec la démarche qu'on avait eue sur le SCOT, avec l'aboutissement donc que l'on connaît aujourd'hui sur le syndicat du Pays de Luçon, dont le président est à ma droite. Puis les actions sur le très haut débit, sur les transports. Ensuite, le développement économique, avec tout donc, ce qui s'y est passé. L'étude donc, qui a été faite par la MDEDE. L'étude d'attractivité donc, du territoire qui a été faite. Et puis, les aides qu'on a apportées, en particulier donc, sur le groupe Orial. Ensuite, il y a toute l'étude donc, qui a été initiée sur le domaine du tourisme.
Du point de vue environnemental, on parle bien sûr des déchets, mais aussi du service donc pour l'assainissement non collectif, le SPANC, avec donc tous les chiffres qui s'y rattachent. Ensuite, il y a l'entretien et la sécurité donc dans le domaine des voiries communautaires, mais aussi du matériel donc, qui est prêté donc, aux différentes communes. La politique du logement, avec en particulier l'ère des gens du voyage, qui nous a coûté fort cher. Et puis l'animation donc socio-culturelle avec l'espace donc né de la mer, la saison culturelle donc telle qu'elle a été faite. Ensuite, nous avons un certain nombre donc de statistiques sur ce qui se passe dans la médiathèque et dans les réseaux de la médiathèque, ainsi que les animations donc qui ont été faites. L'éducation routière qui existait encore à l'époque donc sur la communauté de communes et qui aujourd'hui donc n'y est plus, le cybercentre donc avec son activité et la participation et ce qui se passait au niveau donc des piscines. Ensuite, nous avons l'école de musique, donc Louis Porcher, intercommunale Louis Porcher, avec différentes statistiques. Puis, dans le domaine de la petite enfance, les petits malins et l'escale des mousses, avec là aussi tout ce qui s'y est passé, les statistiques et les mini-camps d'été. Et puis, le diagnostic, donc enfance-jeunesse. Enfin, les autres compétences dans lesquelles on a la fourrière animale et ses statistiques. Et puis, hop, les conseils communautaires avec leurs dates et leur ordre du jour. Avez-vous des questions? Non, j'ai pas des questions, je vais juste faire un petit point. Quand vous dites l'aire de voyage qui a coûté fort cher, alors oui, ça a coûté fort cher, mais ça a été remboursé par l'assurance. En partie. Grosse partie. C'est vrai qu'il y a eu un... Ouais. 80%, mais enfin il y a 20% qui et qu'il va y avoir une nouvelle donc, organisation et qui j'espère sera meilleure que celle qui était avant. Concernant le cybercentre, donc aujourd'hui où en est-on? Parce que a priori il est fermé, on ne sait pas s'il va rouvrir. Officiellement, elle est fermée jusqu'au mois de décembre. Maintenant, le bureau de la communauté de communes a voté, moi je n'étais pas d'accord, je vais pas aller contre, mais a voté donc pour un arrêt du service, ce que je déplore. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est. De même pour nous. Mais, voilà. Moi, tout le monde n'a pas accès à un ordinateur. Voilà. Donc, ordinateur, oui, un service internet. On va voir comment ça sera voté par le conseil communautaire, puisque c'est un vote du conseil communautaire. Et derrière, le cas échéant, si jamais ça ne se fait pas, comment nous, on peut faire pour suppléer. Je vous rappelle qu'on ne peut pas nous tenir un cybercentre, puisque c'est une compétence. Par contre, on peut peut-être trouver des moyens à travers le monde associatif pour pouvoir le remplacer, et à ce moment-là, subventionner une association. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses importantes faites avec Internet et avec les nouvelles... voilà. Surtout si demain, on va... Donc, je ne sais pas si vous avez certainement dû voir qu'on doit... maintenant déclarer, où on va être obligé de déclarer donc, par Internet. Évidemment, ceux qui n'ont pas Internet pourront le cocher, mais en attendant... Il va y avoir des dérogations, Dieu merci. Voilà. Il va y avoir des dérogations, Dieu merci. C'est une question d'économie encore là, mais bon, si derrière, il n'y a pas de solution mise en place... Voilà. Non, mais je pense que la discussion sur la fermeture de ce service n'est pas terminée. Alors peut-être que ce service, placé où il est, n'est peut-être pas le mieux placé, il pourrait atterrir dans la maison des services. On y a pensé, on y a réfléchi. Voilà. Ça serait peut-être plus facile, et les horaires et le fait qu'il y ait du monde sous la main. Le problème est un problème aujourd'hui pour la communauté de communes de personnel. Le problème est un problème de personnel. C'est-à-dire que la personne qui s'en occupe est en arrêt et que, voilà, pour l'instant, trouver un remplaçant au pied levé, c'est pas forcément... C'est quand même dommage d'avoir des compétences, c'est toujours... Enfin, d'avoir un service qui existait et qui marchait, de ne plus l'avoir aujourd'hui. C'est une marche à... On va voir les statistiques, on va voir où ça en est. Et dernier petit point, je voulais quand même signaler par rapport à ceci, c'était la fourrière animale qui... Donc on a eu les stats et les stats sont plutôt bons dans le fait qu'il y ait quand même moins d'animaux donc à récupérer, ce qui n'est pas une... Bon, là aussi c'est un changement, il y a un changement de gestion. Voilà, à savoir qui est bon, pas bon, je ne dis pas, mais dans les stats, c'est très flagrant qu'aujourd'hui il y a moins de soucis, pas moins de ramassage. Voilà, je pense pour un service qui n'est pas plus... Oui, c'est une constatation, je vous remercie. Pour moins cher, surtout. Aussi. Oui. Voilà. Oui, il y avait eu un appel d'offres. La deuxième fois, donc il s'est tourné vers un autre système de gestion. Peut-être que Dominique peut nous donner 2 mots sur le fonctionnement. Dominique peut peut-être nous donner 2 mots sur le fonctionnement là-bas de la fourrière, enfin
l'environnement, comment ça se passe? La fourrière, La Prodeco, pourquoi enfin voilà, ça se passe plutôt bien avec le nouveau. Ah oui, Oui. La fourrière animale. Oui. Oui, bah, le prestataire, oui. Pas en voiture, plus- parce qu'on n'en a pas encore. Pardon? Pas voiture, on n'en a pas. Non, mais par contre, oui, enfin, fourrière voiture, on est. Non, pas voiture. Non, Animal. non, mais on est sur une expertise actuellement. On est sur une expertise d'accord. actuellement pour éventuellement avoir peut-être une fourrière voiture dans le cadre de nos communautés de Ouais. communes environnantes. Pour être Ça, c'est une chose. Ouais. Concernant la fourrière animale, aujourd'hui, tout se passe très bien avec, avec le nouveau prestataire. C'est important On a- de le dire on a quand aucun, ça va pas, mais c'est important de aucun le dire. quand ça souci, va. aucun souci particulier. D'autres interventions? Oui. Bon, le micro était fermé. Donc voilà. Sur ces paroles, l'ordre du jour étant terminé, je vais vous remercier, vous souhaiter une bonne fin de journée. Juste dernière question, est-ce que vous avez la date du prochain conseil? Alors, on l'a le 10 novembre, 10 novembre. la veille du 11. Comme tout le monde doit être présent le lendemain pour la manifestation. Voilà. Donc, je vous remercie et bonne soirée. 19h.